Bonjour les cats, voici votre hôte Elfman pour cette première vidéo sur une nouvelle série qui va porter sur les États membres de l'Union Européenne. Donc pour commencer, parlons justement de l'Union Européenne. Donc l'Union Européenne, ou UE, est une association politico-économique sui generis, donc de nos droits propres, de 28 États européens, donc 27 plus Angleterre, enfin plus le Royaume-Uni, qui délèguent ou transmettent par traité, l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. L'Union Européenne s'étend sur un territoire de 4,5 millions de km². Donc c'est si j'ai pas de bêtises, c'est le 7e bloc mondial en termes de superficie. Et peuplé de plus de 513 millions d'habitants et la deuxième puissance économique mondiale en termes de PIB nominal, donc c'est le PIB brut entre guillemets, derrière les États-Unis, donc pour un PIB d'environ 19 milliards de dollars en 2017. Donc ce qui fait quand même énormément d'argent. Bien, nous allons commencer par l'histoire de l'Union Européenne. La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Sous l'influence de personnalités politiques surnommées les pères de l'Europe, comme l'allemand Konrad Adenauer, le français Jean Monnet et l'italien Alcide De Gasperi, 6 États créent en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc ces États sont la France, la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie, par le traité de Paris. Après l'échec d'une communauté européenne de défense en 1954, donc qui devait compléter l'OTAN, mais pour les États européens, une communauté européenne économique, donc qui existe toujours, donc qui est devenue l'Union européenne, est instaurée en 1957 par le traité de Rome, donc qui est le traité fondateur de l'Union européenne, par les 6 pays, donc toujours la France, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Donc 3 nouveaux pays rejoignent l'Union la CE qui n'est pas encore l'Union. En 1973, le Danemark et ses dépendances, l'Irlande et le Royaume-Uni est pareil avec ses dépendances. L'Union s'élargit vers le sud avec d'abord l'adhésion de la Grèce en 1981, puis celle de l'Espagne et du Portugal en 1986. Et entre-temps, en 1985, le Groenland, donc, qui est toujours indépendant du Danemark, a décidé de se retirer en signant le traité sur le Groenland et a désormais le statut de pays et territoire d'outre-mer associé. Donc c'est un statut un peu particulier, c'est un État qui est une dépendance d'un État européen mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Nous reviendrons là-dessus. La partie 2, enfin 3 même, pardon. La coopération économique est approfondie par l'acte unique européen en 1986, donc c'est un traité sur l'Union européenne. À la fin de la guerre froide, avec la réunification allemande, donc la partie orientale de l'Allemagne, donc la RDA, rejoint la communauté européenne en 1990. Et en 1992, donc un autre traité très important, donc le traité de Maastricht, prend la suite de l'acte unique et ensuite l'Union européenne, donc, et qui prévoit la création d'une union économique et monétaire dotée d'une monnaie unique, l'euro. L'euro qui a été commencé en 1992 et qui est rentré en vigueur, si je dis pas de bêtises, en 2002. Donc constitué en 1999, la zone euro comprend 19 États en 2017 et en 2004 10 nouveaux États, donc en majorité issus du bloc de l'Est. Donc s'ajoute aux 15 pays membres de l'époque. J'ai oublié de dire qu'en 1995, il y a un nouvel élargissement avec l'Autriche, la Finlande et la Suède, qui a porté l'Union européenne à 15 justement. Et donc en 2004, il y a un nouvel élargissement avec Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. Donc beaucoup de pays de l'ancien bloc de l'Est et Chypre et Malte, donc deux anciennes colonies britanniques. Deux États supplémentaires, la Bulgarie et la Roumanie complètent en 2007 ce 5e élargissement. Et enfin, le dernier pays à rentrer dans l'Union européenne, c'était la Croatie en 2013. Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques votent en majorité donc, pour le Brexit, pour la sortie des Royaume-Uni de l'Union européenne, dans le cadre du référendum. Donc, qui a eu lieu et qui on commence à voir le bout du tunnel aujourd'hui, après 3 ans. Donc la procédure de retrait est enclenchée le 29 mai 2017 par l'activation du traité
de l'article 50 sur le traité de l'Union Européenne. C'est un article qui permet à un pays de sortir de l'Union Européenne. Bien maintenant, après avoir parlé d'histoire, nous allons parler un peu de géographie et de géopolitique. L'Union Européenne se subdivise en deux grands ensembles. Donc les territoires continentaux européens, donc situés en Europe, et en raison de son passé colonial, donc des dépendances des États européens, des territoires extra-européens répartis sur l'ensemble du globe à l'exception de l'Asie, les régions ultra-périphériques. Donc c'est en grosso modo l'équivalent des dom-tom, mais pour les pays de l'Union Européenne. Donc c'est les Açores, c'est les DOM français, c'est les Canaries. Oui, les Canaries, oui. En Espagne et Madère. Et certains territoires d'État disposent d'un statut spécial, donc ils sortent de l'Union Européenne, donc c'est les pays et territoires d'outre-mer, mais ça c'est plus c'est les tomes français, toutes les dépendances anglaises, les dépendances des Pays-Bas, donc les Antilles néerlandaises et le Groenland, entre autres. Donc c'est des pays, enfin des dépendances qui ont accès à certaines ressources de l'Union Européenne, mais qui n'ont pas pleinement accès aux ressources de l'Union Européenne. Et enfin, donc, pour continuer sur la géographie en Europe, l'espace continental est fortement urbanisé, donc avec beaucoup de métropoles, avec la banane européenne à l'ouest de l'Europe, avec de grandes métropoles à l'Europe centrale et en Europe orientale. Donc les principaux reliefs sont du sud au sud-ouest au sud-est, donc les Meseta en Espagne et au Portugal, les Pyrénées en France et en Espagne, les Alpes, bon, inutile de préciser où sont les Alpes, au centre de l'Europe, où se trouve le Mont Blanc, donc le plus haut sommet de l'Union avec ses 4809 mètres, et les Carpates, donc en Europe centrale. Plus au nord se trouve la chaîne des Alpes scandinaves, donc en Scandinavie. Et le reste du territoire se compare d'anciens massifs érodés, donc c'est des massifs de moyenne montagne, on va dire, ou de petites montagnes, comme le massif armoricain, les Apennins en Italie, les Alpes dinariques en Croatie, si je dis pas de bêtises, etc. Et dans l'ensemble de plaines, donc en France, en Allemagne, en Pologne, en Italie avec l'Alpine du Pô, et dans l'autre pays, pardon, dans l'autre pays européen. Donc celles-ci sont traversées par de nombreux fleuves, donc 6 dépassent les 1000 km, et parmi ceux-ci le Danube, qui dépasse les 2000 km de longueur, et le Rhin, donc qui dépasse aussi 2000 km de longueur, si je dis pas de bêtises, reliés entre eux donc par des fleuves et par des plus petits fleuves et par des canaux, et donc constituent les deux plus importantes voies de communication fluviale européenne. Et enfin, plus au nord, sur la péninsule scandinave, se trouvent deux des plus grands lacs de l'Union Européenne, donc le Varnen de Saimaa, j'imagine en Suède et en Finlande, dépassant respectivement les 5000 et 4000 km². Et donc l'espace surmarin se caractérise par son hétérogénéité géographique. Donc la plupart des régions ultra-périphériques sont insulaires, donc dans l'océan Pacifique, surtout dans les Antilles. Et donc l'exception de l'île française, donc qui se trouve sur le continent américain, donc les autres européens sont sur la plupart au nord de cette région, à l'exception de la Réunion, qui se trouve dans l'océan Indien. Et à noter donc la présence d'enclaves espagnoles sur le continent africain, donc qui sont des PTOM, donc Ceuta et Melilla, ainsi que d'autres territoires donc qui font partie de l'Union et qui ont un statut encore plus spécial, donc je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais qui ont des collectivités de l'outre-mer européennes, on va dire, en quelque sorte. Donc voilà pour cette partie, maintenant on va passer aux institutions européennes. Quatre institutions politiques détiennent les pouvoirs exécutifs et législatifs de l'Union Européenne. Donc, on compte le Conseil européen qui représente les chefs d'État et de gouvernement, le Conseil de l'Union, donc qui est le Conseil des ministres qui représente les gouvernements, le Parlement européen donc qui représente les citoyens, et la Commission européenne qui est l'administration européenne et qui représente les intérêts européens. Donc le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, donc qui sont les deux
Donc le Conseil de l'Union Européenne, c'est le Conseil des ministres. Et le Parlement Européen, donc c'est les deux instances législatives de l'Union Européenne. Donc demande à la Commission d'élaborer un texte. Ensuite, la Commission fait une débauche et présente au Parlement et au Conseil, donc, qui vont voter ce texte. Donc qui approuvent, qui doivent généralement donner leur accord sur ce texte avant de le voter. Et les modalités exactes de celui-ci dépendent donc, de l'accord de la procédure législative appliquée. Donc il y a des lois, il y a des directives, il y a d'autres résolutions européennes. Donc c'est suivant comment, si c'est une directive, si c'est une résolution, c'est pas, tu imagines pas le même parcours entre le Conseil et le Parlement. Donc une fois approuvé et signé par les deux membres, par les deux chambres, pardon, Parlement et Conseil de l'Union Européenne, donc la proposition devient une directive européenne, donc une loi européenne. Et la tâche de la Commission est d'assurer sa mise en œuvre, donc la mise en œuvre des directives, dans les activités quotidiennes de l'Union Européenne et d'amener devant la Cour de justice, donc qui est le tribunal européen, ceux qui enfreignent les traités et ceux qui enfreignent les directives européennes. Donc, la première institution, c'est le Parlement. Donc, le Parlement européen partage les pouvoirs législatifs budgétaires de l'Union avec le Conseil de l'Union européenne, donc le Conseil des ministres, donc ne pas confondre le Conseil européen. Donc le président du Parlement, donc son porte-parole, et le socialiste italien Davide Sassoli, donc du Parti européen SED, donc socialiste et démocrate, élu par le Parlement en 2019. Donc les 751, un petit peu moins, je crois que c'est 740, si j'ai pas de bêtises, sont les députés qui vont rentrer au Parlement européen, sont les députés anglais. Donc c'est 551 eurodéputés sont élus sur les 5 ans au suffrage européen universel et siègent en fonction de leur appartenance politique, donc comme les parlements nationaux. Il représente environ 500 millions de citoyens, donc c'est le deuxième parlement au monde en termes de représentation après l'Inde. Et le Parlement donc forme le seul organe démocratiquement et directement élu de l'Union européenne. Les autres sont donc le Conseil de l'Union européenne, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil des ministres, comme son nom l'indique, non c'est le Conseil européen pardon, des chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil de l'Union, donc c'est des ministres, donc le Conseil des ministres. Et la Commission européenne, donc l'administration européenne, donc, qui sont des membres nommés par les chefs d'État et de gouvernement. Et donc bien qu'il soit une des chambres législatives de l'Union européenne avec le Conseil de l'Union européenne, ses pouvoirs sont moins importants donc, que ceux du Conseil de l'Union dans certains domaines. Et il ne procède pas les initiatives législatives parce que c'est la Commission qui possède l'initiative législative et pas le Parlement. Donc il est parfois considéré par sa nature démocratique et ses pouvoirs grandissants, oui, parce que les parlementaires depuis quelques années se battent pour avoir plus de pouvoir sur la Commission notamment, et plus de contrôle sur la Commission notamment aussi. Donc se pose comme une des législatures les plus puissantes au monde. Donc maintenant, nous allons passer au Conseil européen. Donc le Conseil européen est composé des chefs d'État et de gouvernement. Parce que pour les monarques, c'est chef de gouvernement, et sinon, pour le président, c'est soit le chef d'État, soit le chef de gouvernement sur le pays qui participe au Conseil. Donc, c'est le président de la Commission, européenne. Donc, c'est Ursula von der Leyen. Pas de mal avec normalement. Donc, le Conseil européen se réunit 4 fois par an pour définir l'agenda politique de l'Union européenne et pour donner une impulsion à l'intégration. Donc, c'est vraiment la chambre où sont discutées les politiques de l'Union européenne, où sont discutés les grands plans de l'action de l'Union européenne, on va dire. Donc l'institution est présidée par un président, donc oui, élu pour 2 ans et demi. Avant c'était Donald Tusk, donc qui a pris ses fonctions en 2014, qui a été réélu en 2017 et qui a cédé la place au l'ancien Premier ministre belge Charles Michel en 2019. Et donc le Conseil européen a gagné un pouvoir exécutif puisqu'il a désormais le pouvoir de désigner le président de la Commission, avec l'approbation du Parlement évidemment, et le représentant de l'Union européenne, donc c'est pour les affaires étrangères, qui est une sorte de super ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et la politique de sécurité de l'Union européenne. Oui, le représentant pour l'Union pour les affaires étrangères, la politique de sécurité, donc c'est le super ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et l'organe, donc dans son ensemble, a été décrit comme le plus haut corps politique de l'Union européenne parce qu'il est composé des présidents et des chefs d'État et des gouvernements, donc c'est se nommer en termes de politique en Union européenne. Et donc, le troisième
la troisième institution, c'est le Conseil de l'Union Européenne, ou Conseil des ministres, ou Conseil de l'Union. Donc, est un organe détenant les pouvoirs législatifs et exécutifs de cette deuxième chambre entre guillemets du Parlement européen, et en constituant le principal organisme décisionnel de l'Union. Et sa présidence tourne tous les 6 mois. Donc actuellement, c'est la Croatie qui a pris la présidence. Le Conseil est constitué de 28 ministres nationaux, donc un par État membre, mais sa composition donc, varie suivant l'ordre du jour. Donc, si c'est l'agriculture, ce sera le ministre de l'Agriculture, si c'est l'économie, ce sera le ministre de l'Économie, etc. Donc, ils représentent le gouvernement et sont responsables de leur état d'origine. Les votes sont effectuées selon les domaines à l'unanimité, donc il faut que tout le monde soit d'accord. À la majorité simple, donc il faut que la moitié soit d'accord, enfin la moitié plus 1 soit d'accord. Ou la majorité qualifiée, donc j'imagine des 2 tiers. Donc il faut que X% pondéré par le poids, donc par la population des pays soit d'accord pour que une résolution soit adoptée par le Conseil. Et le Conseil nous partage le pouvoir législatif budgétaire avec le Parlement. Et enfin, nous allons passer à la Commission. Donc la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Donc c'est l'organe qui administre l'exécutif, donc qui gère l'Union européenne au quotidien. Donc c'est un organe composé d'un représentant par État, donc actuellement 28, mais organisé de façon à être indépendant d'intérêts nationaux. Donc ça peut être des anciens ministres, ça peut être des administrateurs, ça peut être des personnes qui sont nommées par le président mais qui ont leurs propres compétences, leurs propres pouvoirs. Donc l'organe de l'origine de l'Union européenne et le monopole législatif sur les pays communautaires, donc c'est tout ce qui concerne vraiment l'Union européenne dans son ensemble. Il se charge de l'activité quotidienne de l'Union et a la charge de surveiller l'application des directives et des traités. Donc il confère des noms des gardiens des traités. Et d'ailleurs, pour entrer en petite question politique, la Union européenne est très pointilleuse sur les traités, donc certains pays, notamment les pays de l'Est, ont des petits problèmes avec les commissions, mais ça c'est un petit aparté politique. Donc, la commission est dirigée par un président dont le nom est composé par le Conseil européen, donc par le Conseil des chefs d'État, donc par vote à la majorité qualifiée, puis élu par le Parlement européen à la majorité de ses membres. Donc les commissaires sont proposés par les États membres à l'accord du président et doivent être approuvés par le Parlement. Donc, c'est arrivé à la commissaire française qui a été retoquée par le Parlement, donc la France a dû représenter un nouveau commissaire. Et donc l'actuelle présidente de la commission est l'allemande Ursula von der Leyen, élue en 2019. Bien, merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc il y a plus d'informations si vous voulez sur l'article de blog, donc ça va dans la description. Donc il reprend le script, il reprend les pays membres aussi avec leurs caractéristiques et leur date, notamment la date d'adhésion et leur monnaie. Donc vous aurez tous les pays membres de l'Union que je n'ai pas cité, donc qui ont l'euro dans cette partie-là. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que partagez, commentez et mettre un petit pouce bleu. À la chose, au revoir.